Concernant la compétition côté data entre l'Europe, la Chine et les États-Unis, euh, je vois bien que tout ce que tu as expliqué, c'était dans un cadre, je dirais, classique, le hub, voilà, les données de santé, en passant par que ce soit des institutions, que ce soit par des hôpitaux. Mais d'un point de vue perso, j'ai l'impression que aux États-Unis, ils ont plus de données sur mon cœur que ici dans n'importe quel centre français. C'est l'impression que j'ai. Parce que eux, ils traquent les données H24. Ils savent à quelle heure je vais dormir, quand je suis anxieux, quand mon cœur bat. Et je me demande si vous avez inclus cette dimension dans la compétition en fait entre l'Europe et les Alors, États-Unis. Ouais. alors ben, bien sûr, parce que je veux dire, on a ça au poignet, et ça au poignet, c'est le meilleur et le plus terrible. Pourquoi? Parce que en fait, quand on achète sa montre-là et qu'on l'installe, parce que peut-être on nous l'a offert pour notre anniversaire ou pour Noël, on a juste envie, c'est de l'avoir au poignet. Et quand on lit les conditions générales d'utilisation, soit on les lit vite, soit on les lit pas. Et il y a très peu de gens qui les lisent correctement. Et qu'est-ce qu'il est indiqué dans ces conditions générales d'utilisation? C'est que comme c'est des données qui vont aller sur le sol américain, c'est des données qui sont non seulement réutilisées, mais souvent revendues. C'est-à-dire que les données du cœur de Jean-Louis Freis, elles vont servir à aller entraîner des algorithmes payants aux US. Ça, c'est une partie de la compétition. J'ai un exemple qui est bien meilleur. Il y a 2 ans, je crois, oui, c'est il y a 2 ans, c'était pas l'année dernière. Pour Noël, il y a eu une vague où on a offert en France un certain nombre de kits pour décrypter le génome. Donc, comment ça marche? Puisque je ne sais pas si vous savez, mais en France, on n'a pas le droit, la loi ne l'autorise pas, de se faire décrypter son génome comme ça. On peut le faire, mais dans le cadre de soins et sur prescription médicale. Et donc, il y a 2 ans, sous le sapin de Noël, il y a à peu près, je crois, il en a été vendu 800 ou 900 kits qui étaient sous le sapin dans une petite enveloppe. Donc, c'était un petit tube à essai où les gens pouvaient prendre le petit écouvillon, se gratter un peu de cellules à l'intérieur de la bouche, en remettait dans l'écouvillon. Enfin, je dis on, mais je ne l'ai pas fait, hein. Et puis, l'enveloppe, elle partait dans un laboratoire aux US. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé 2 choses. Alors, d'abord, ça coûte ridiculement peu cher parce que je rappelle, c'est toujours dans mes exemples, que l'intelligence artificielle, elle a beaucoup progressé, on le sait, parce qu'on a beaucoup à disposition des datas et des capacités de calcul. Ça, c'est sûr. Quand on a décrypté le génome humain de 90 à 2013, pendant 13 ans, ça a mis 13 ans pour décrypter le génome et ça a coûté 30 milliards d'euros, je crois. Aujourd'hui, le décryptage du génome humain, ça prend une demi-journée et ça coûte moins de 1000 euros. Bon, donc là, ce test, il coûtait 200. Donc ça a été renvoyé aux États-Unis. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord, les gens, en retour, on leur a décrypté leur génome. Donc ça veut dire que quelqu'un a ouvert son enveloppe et a vu dedans que peut-être il avait 3 fois plus de chances que la moyenne de population globale de faire un cancer du côlon ou un cancer du sein. Et ça, vous savez que dans le cancer du sein, par exemple, je prends celui-là parce qu'on a des exemples illustres, ben, quand on annonce à une femme qu'elle a un cancer du sein, ben, il y a plusieurs solutions, hein. Il y a des femmes qui disent, comme Angelina Jolie, ben, je me fais enlever les 2 seins et puis comme ça, j'aurai plus de risque. Ça, c'est voilà, ça c'est une façon de faire. Il y a la deuxième qui mettent les femmes dans une entre guillemets apathie et quelquefois une dépression nerveuse importante et on peut le comprendre, hein, c'est la même chose pour les hommes avec le cancer du côlon. Et puis il y a une toute petite frange de la population qui se suicide directement ou indirectement, c'est-à-dire qui dépose les bras et qui fait plus rien. Donc on voit que l'annonce de ces risques, il est majeur et il doit être considérablement encadré. Donc inutile de préciser que quand vous recevez par enveloppe le diagnostic de votre génome, ça a des implications qu'on mesure à peine. Et là, en termes d'éthique, moi, je dis que c'est juste dégueulasse. Mais ça a été plus loin. C'est que
3 mois après, ces données de génome, elles étaient revendues, elles se retrouvaient sur le web. Et il y a un certain nombre de ces gentils Français, mais tout à fait innocents, hein, je veux dire, qui avaient juste envie de connaître leur génome, eh bien, qui ont vu leur génome publié sur le web. Donc, je veux dire, cette compétitivité, comme tu dis, elle a plusieurs aspects. Et en fait, elle a plusieurs voies, plus ou moins légales, plus ou moins connues. Et je veux dire, c'est un vrai enjeu parce que euh, autant on doit être en capacité de créer, si on veut parler d'algorithmes, des algorithmes souverains. Pourquoi? C'est pas parce qu'on veut pas d'algorithmes chinois ou d'algorithmes américains. On pourrait ne pas en vouloir sous l'aspect économique, on pourrait le comprendre. Mais c'est surtout que euh, si on a des algorithmes qui sont entraînés uniquement avec une population chinoise ou une population sénégalaise, eh bien, ce sont des populations qui n'ont pas la même façon de se comporter par rapport à la maladie. Je prends toujours l'exemple de si on a des algos qui sont entraînés uniquement aux USA, on sait que la population aux US, elle est en majorité obèse, avec des comorbidités majeures, et du coup, on n'a pas le même taux d'obésité en France. Donc, du coup, si on applique les mêmes algorithmes à la population française, on va avoir dans la prévention ou dans les soins, des choses qui sont biaisées. Donc, on doit avoir des algorithmes qui sont représentatifs. Quand je dis de la population française, c'est avec toute la multi-éthique qui va avec. On est bien d'accord. Hein, c'est pas, c'est de gens sur le territoire français ou européen. Et donc, du coup, pour entraîner ces algos, il faut non seulement qu'on ait la technologie qui va bien, mais il faut qu'on ait l'accès aux données qui vont bien. Et c'est pour ça que tout en respectant le droit des patients, parce que bien sûr qu'il est primordial, il faut arriver à trouver des situations intermédiaires qui permettent de partager les données, mais dans le cadre légal et respectueux, sachant que bon, il y a des grands débats hein, qui sont en place actuellement et qui disent, mais finalement, votre donnée de santé, c'est des données qui ont été produites dans le cadre de remboursement de la sécurité sociale. Mais c'est des données de bien commun, donc vous devriez les mettre à disposition. Donc, vous voyez, mais après, la contradiction aussi, c'est que quand on parle aussi de la capacité de vendre ou pas ces données, il y a 4 ans, il y a une boîte américaine spécialisée dans la blockchain qui arrive en France, c'était un peu avant le Covid, donc c'est un peu avant 4 ans, je ne citerai pas le nom, et qui dit aux Français, bah, écoutez, aux États-Unis, vous avez la possibilité de venir déposer vos données de santé sur notre système de blockchain, et nous, on la revend direct au labo pharmaceutique. Donc en France, on vous propose de faire la même chose. Donc évidemment, il y a un certain nombre de Français qui se sont dit, eh ben, moi, je vais vendre ma donnée, j'y reviendrai tout à l'heure sur la partie éthique, et donc, du coup, ben, quand ça s'est passé comme ça a eu deux implications. C'est que la première, on a complètement squeezé les systèmes de sécurité de la recherche clinique en France, puisque en France, entre le laboratoire pharmaceutique et vous, et c'est heureux, il y a l'hôpital et il faut avoir déposé un protocole de recherche clinique pour avoir le droit d'utiliser vos données de santé. Là, ça n'existait plus. Donc, évidemment, on a été un certain nombre qui se sont insurgés avec des associations de patients. Et donc, du coup, quand la boîte en question a vu que ben, c'était interdit de vendre les données de santé, elle le savait bien, mais elle a appliqué la loi américaine. Elle a dit on ne rémunère pas la donnée de santé, on rémunère l'effort que le patient a fait pour pianoter sur son clavier pour mettre la donnée de santé à disposition. Donc là, il y a une décision ministérielle qui a été prise en disant vous foutez pas de notre gueule, enfin, ils l'ont pas dit comme ça, bien sûr, mais donc du coup, la boîte, elle n'a pas développé son système de blockchain en France. Mais en tout cas, ça pose la question de la mise à disposition et de la vente des données de santé et pourquoi c'est sensible? C'est que demain, si on autorisait la vente des données de santé, alors on voit que c'est l'époque, hein, si demain 98% des Français disent on veut vendre nos données de santé par référendum, eh bien peut-être qu'il faudra changer la loi. Mais aujourd'hui, la loi, elle est telle qu'elle est, on n'a pas le droit de vendre nos données parce que, je vous disais, on n'a pas le droit de vendre nos organes. Si demain on vend nos données, il y a des biais énormes. Ça veut dire que premièrement, les gens qui vont vendre leurs données, c'est statistiquement les gens qui ont le plus besoin d'argent. Or, les gens qui ont le plus besoin d'argent en France sont les gens qui sont les plus mal soignés. Ça, c'est statistiquement démontré. Donc, ça veut dire que si on utilise des données uniquement achetées dans la recherche clinique, on va introduire un biais dans la recherche clinique puisqu'on aura des échantillons qui seront biaisés. Ça, c'est la Bien sûr. première chose. Et donc, scientifiquement et éthiquement, ça me pose un problème à discuter, mais ça me pose un problème. Et deuxièmement, en termes de vie de société, eh ben, si on rentre dans ce système de vente des données de santé, demain,
Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'argent, peut-être comme vous et moi, on n'aura pas besoin de vendre nos données et donc du coup on protégera notre intimité. Et il y aura d'autres personnes qui, par nécessité, pour nourrir leurs enfants, pour je ne sais pas quoi faire, seront obligés de vendre leurs données et donc de les mettre sur la place publique. Et ça pose, c'est un vrai débat de société qu'il faudra un jour trancher parce que c'est un débat de fond.